à 48 milliards de kilomètres de chez nous, quelque chose d'impossible est en train de se produire. Les deux objets les plus éloignés, jamais construits par l'humanité, viennent de traverser une frontière que nous pensions connaître. Et ce qu'ils découvrent défie tout ce que nous croyons savoir sur les limites de notre maison cosmique. Les sondes. Voyager ne devrait ne plus pouvoir communiquer avec nous. Elles ne devraient plus fonctionner. Et surtout, elles ne devraient absolument pas détecter ce qu'elles détectent en ce moment même. Pendant des décennies, nous avons enseigné une vérité simple dans nos écoles. Le système solaire se termine quelque part au-delà de Neptune, dans une région froide et sombre appelée la ceinture de Kuiper. Et puis, ensuite, c'est le vide, l'espace interstellaire, le néant glacé entre les étoiles, une ligne claire, une frontière définitive. Mais les voyagers viennent de nous envoyer un message qui bouleverse cette conception rassurante. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de frontière nette. Et surtout, ce qui se trouve là-bas, à la limite de l'influence de notre étoile, est bien plus étrange et terrifiant que nous ne l'avions jamais imaginé. 3 mystères vont être explorés dans ce voyage. Premier mystère, pourquoi les instruments de voyager? Détectent-ils une augmentation brutale de la densité de particules cosmiques provenant de directions qui ne devraient pas exister selon nos modèles? Deuxième mystère, qu'est-ce que cette structure massive, cette muraille invisible de matière qui semble entourer entièrement notre système solaire et que nous ne soupçonnions même pas il y a encore 10 ans? Troisième mystère, pourquoi le champ magnétique du Soleil, que nous pensions comprendre, se comporte-t-il de manière totalement aberrante dans cette région, créant des zones mortes et des tourbillons d'énergie qui défient les lois de la physique telles que nous les connaissons? Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le soleil. Tu vas réaliser que notre système solaire n'est pas ce havre de paix et de stabilité que les manuels scolaires décrivent. Tu vas comprendre que nous vivons à l'intérieur d'une bulle fragile, ballottée dans un océan cosmique hostile, et que cette bulle est en train de se comporter de manière imprévisible. Les données que Voyager envoie depuis l'au-delà de notre frontière cosmique suggèrent que nous ne sommes peut-être pas aussi en sécurité que nous le pensions. Et le plus terrifiant, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi. Si te fascinent les mystères du cosmos, abonne-toi maintenant. Le voyage commence à cet instant précis. Laisse-moi te raconter ce que l'on t'a toujours dit. Le système solaire, selon la version officielle, est un disque relativement plat où orbitent 8 planètes autour du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Au-delà de Neptune, il y a Pluton, rétrogradé au rang de planète naine en 2006, et puis toute une population d'objets glacés formant la ceinture de Kuiper. Cette ceinture s'étend jusqu'à environ 50 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 50 fois la distance entre la Terre et notre étoile. Environ 7 milliards et demi de kilomètres. C'est là, nous disait-on, que se termine vraiment le système solaire. Au-delà, il y a le nuage d'Oort, une sphère théorique de comètes endormies, qui s'étendrait jusqu'à une distance vertigineuse, peut-être 100 000 unités astronomiques, soit presque 2 années-lumière. Mais le nuage d'Oort est hypothétique. Nous ne l'avons jamais observé directement. C'est une inférence, une déduction basée sur les trajectoires des comètes à longue période qui plongent parfois vers le Soleil depuis les profondeurs glacées de l'espace. Alors, pour simplifier, on t'a dit, le système solaire, c'est jusqu'à Neptune, plus ou moins. Après, c'est l'espace interstellaire. Cette version est propre, elle est rassurante. Elle dessine un cercle bien net autour de notre maison cosmique. À l'intérieur, nous. À l'extérieur, le reste de la galaxie. Frontières claires, définition précise, tout le monde comprend. Sauf que c'est faux. C'est une simplification tellement grossière qu'elle en devient mensongère. Et nous le savons maintenant grâce à 2 machines héroïques lancées en 1977, il y a plus de 46 ans. 2 sondes jumelles portant le nom de Voyager. Voyager 1 et Voyager 2. 2 émissaires de l'humanité envoyés pour explorer les planètes géantes et ensuite, si elles survivaient, pour quitter le système solaire et nous dire ce qui se trouve au-delà. Elles ont survécu. Contre toute attente, elles fonctionnent encore. Et ce qu'elles nous racontent a fait voler en éclats
notre compréhension du bord du système solaire. Voyons d'abord ce que nous pensions savoir. Le Soleil n'est pas simplement une boule de feu qui éclaire et réchauffe les planètes. Le Soleil est une dynamo cosmique furieuse qui crache constamment de la matière dans toutes les directions. Ce flux de particules chargées, principalement des protons et des électrons, s'appelle le vent solaire. Ce vent souffle à travers tout le système solaire à des vitesses hallucinantes, entre 300 et 800 km par seconde. Chaque seconde, le Soleil éjecte environ 1 million de tonnes de matière dans l'espace sous forme de vent solaire. Ce vent crée une bulle autour du Soleil, une bulle de particules solaires, de champs magnétiques enroulés et tordus, de plasma chaud. Cette bulle s'appelle l'héliosphère. C'est notre véritable maison cosmique, pas le disque des planètes, l'héliosphère. Et l'héliosphère est gigantesque, tellement gigantesque qu'elle dépasse largement l'orbite de Neptune. Pendant des décennies, les scientifiques ont essayé de comprendre où se termine exactement l'héliosphère. Où s'arrête l'influence dominante du vent solaire? Où commence l'espace interstellaire, cet océan de gaz, de poussière et de rayonnement cosmique qui remplit les espaces entre les étoiles? La théorie était la suivante. Le vent solaire souffle vers l'extérieur, créant une pression. Mais le milieu interstellaire, cet océan dans lequel notre système solaire se déplace, pousse également de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a donc une frontière, un endroit où ces deux pressions s'équilibrent. À cet endroit, le vent solaire ralentit brutalement, passant de supersonique à subsonique. Cette frontière s'appelle le choc terminal, ou termination choc en anglais. C'est la première barrière. Au-delà du choc terminal, il y a une région appelée la gaine héliosphérique, ou hélioschisse. Dans cette région, le vent solaire ralenti continue de couler vers l'extérieur. Mais il est comprimé et chauffé par la pression du milieu interstellaire. La gaine est une zone de turbulence, de chaos magnétique, où les particules solaires et interstellaires se mélangent et s'affrontent. Et puis, finalement, il devrait y avoir une dernière frontière, l'héliopause. L'héliopause est la limite ultime de l'héliosphère, l'endroit où le vent solaire s'arrête complètement et où commence vraiment le milieu interstellaire. Après l'héliopause, nous ne sommes plus dans le système solaire, du moins pas au sens de l'influence directe du Soleil. Nous sommes dans l'espace entre les étoiles. C'était la théorie. Élégante, logique, basée sur de solides principes de physique des plasmas et de magnéto-hydrodynamique. Les modèles informatiques dessinaient une belle bulle ovale, avec le choc terminal à environ 90 unités astronomiques du Soleil, dans la direction du mouvement de notre système solaire, à travers la galaxie. Et peut-être 120 à 140 unités astronomiques dans la direction opposée. L'héliopause devrait se trouver quelque part entre 120 et 150 unités astronomiques. Les voyageurs devaient en confirmer cette théorie. C'était leur mission ultime, après avoir photographié Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Continuer à voler, toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu'à atteindre ces frontières invisibles et nous envoyer des données en temps réel. Voyager 1 a franchi le choc terminal en décembre 2004. À ce moment-là, elle se trouvait à environ 94 unités astronomiques du Soleil, soit 14 milliards de kilomètres. Les instruments ont détecté exactement ce que la théorie prédisait. Une augmentation brutale de la densité des particules, un ralentissement du vent solaire, une hausse de température. Le premier mur était confirmé. Voyager 2 a franchi le même choc terminal en août 2007, mais à un endroit différent, à environ 84 unités astronomiques. Déjà, cette différence posait question. Pourquoi la frontière était-elle à des distances différentes? La réponse, parce que l'héliosphère respire. Elle se dilate et se contracte en fonction de l'activité solaire. Le Soleil a un cycle de 11 ans pendant lequel son activité magnétique varie. Plus le Soleil est actif, plus le vent solaire est fort, plus l'héliosphère gonfle. Quand le Soleil se calme, l'héliosphère se rétracte légèrement. Voyager 1 et Voyager 2 ont traversé le choc terminal à des moments différents du cycle solaire, d'où la différence de distance. Jusque-là, tout semblait cohérent. Puis les sondes ont continué leur voyage à travers la gaine héliosphérique. Pendant des années, elles ont envoyé des données sur cette région étrange, turbulente, chaotique. Les scientifiques
ont découvert des phénomènes inattendus. Des bulles magnétiques géantes, larges de 100 millions de kilomètres, se formant et se dissolvant dans la gaine. Des accélérations soudaines de particules énergétiques. Des inversions du champ magnétique. La gaine n'était pas la zone de transition tranquille que certains modèles suggéraient. C'était un champ de bataille cosmique. Et puis, en août 2012, Voyager 1 a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a franchi l'héliopause. À 122 unités astronomiques du Soleil, soit 18 milliards 200 millions de kilomètres, les instruments ont détecté un changement radical dans la composition des particules environnantes. Les particules solaires ont quasiment disparu. Les rayons cosmiques galactiques, ces particules ultra-énergétiques provenant de supernovas lointaines et d'autres phénomènes violents de la galaxie, ont soudainement augmenté de manière spectaculaire. Voyager 1 venait de quitter l'héliosphère. Elle était maintenant dans l'espace interstellaire. Voyager 2 a suivi en novembre 2018, franchissant l'héliopause à environ 119 unités astronomiques. À nouveau, une distance légèrement différente. L'héliosphère n'est pas une sphère parfaite. Elle est déformée par la pression du milieu interstellaire, comme une bulle de savon dans un courant d'air. Le monde a célébré. 2 objets fabriqués par l'homme venaient de quitter officiellement le système solaire. C'était historique, c'était magnifique, c'était le début d'une nouvelle ère d'exploration. Mais c'était aussi le début de quelque chose de beaucoup plus troublant. Parce que très vite, les scientifiques ont réalisé que les données envoyées par les voyagers depuis l'espace interstellaire ne correspondaient pas à ce que les modèles prédisaient. Pas du tout. Premièrement, la densité du milieu interstellaire était plus élevée que prévu. Beaucoup plus élevée. Le milieu interstellaire local, cette région de la galaxie où se trouve notre système solaire, était censée être une zone relativement vide, une bulle chaude et peu dense créée par d'anciennes explosions de supernovas. On l'appelle la bulle locale. Mais les mesures de Voyager indiquaient une densité de particules bien supérieure aux estimations. Environ 0,1 atome par centimètre cube dans l'espace interstellaire juste au-delà de l'héliopause, là où certains modèles suggéraient à peine 0,05. Ça peut sembler une différence minime, mais à l'échelle cosmique, c'est énorme. Cela signifie que la pression exercée sur l'héliosphère par l'extérieur est presque 2 fois plus forte que ce que nous pensions. Notre bulle protectrice est comprimée par une force bien plus grande que nos calculs ne le suggéraient. Deuxièmement, les champs magnétiques détectés dans l'espace interstellaire avaient une orientation et une intensité qui ne collèrent pas avec les modèles. Le champ magnétique interstellaire devait être relativement faible et orienté dans une direction spécifique, parallèle au plan de la galaxie. Mais Voyager 1 a détecté un champ magnétique plus fort que prévu et orienté dans une direction inattendue. Voyager 2 a confirmé cette anomalie, mais avec des variations qui suggéraient que le champ magnétique interstellaire local est beaucoup plus complexe et structuré que nous ne le pensions. Troisièmement, et c'est peut-être le plus perturbant, les 2 sondes ont détecté quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Une sorte de muraille, une accumulation massive de particules d'hydrogène neutre qui semble entourer l'héliosphère. Cette structure, que les scientifiques appellent maintenant le hydrogène wall ou muraille d'hydrogène, n'était qu'une vague possibilité théorique avant que Voyager ne la détecte réellement. Voici ce qui se passe. Quand le vent solaire, composé de particules chargées, rencontre le milieu interstellaire, composé principalement d'hydrogène neutre, il y a des interactions. Certains atomes d'hydrogène neutre interstellaire pénètrent dans l'héliosphère et deviennent ionisés par le rayonnement ultraviolet du Soleil. D'autres sont ralentis et s'accumulent juste à l'extérieur de l'héliopause. Sur des millions d'années, cette accumulation crée une zone de densité accrue, une muraille invisible mais réelle de matière qui encercle notre système solaire. Les instruments de Voyager ont détecté cette muraille en mesurant l'absorption de la lumière ultraviolette lointaine provenant d'étoiles distantes. L'hydrogène neutre absorbe cette lumière à des longueurs d'onde spécifiques, créant une signature distinctive. Et cette signature indique qu'il y a bel et bien une concentration anormale d'hydrogène à la frontière de l'héliosphère. Mais la réalité est bien plus obscure que cette simple description, car cette muraille n'est pas statique, elle bouge, elle ondule, elle réagit aux variations de l'activité solaire et aux perturbations du milieu interstellaire.
Et surtout, elle interagit avec les rayons cosmiques galactiques d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Les rayons cosmiques qui bombardent constamment notre système solaire depuis l'extérieur doivent traverser cette muraille d'hydrogène. Certains sont ralentis, déviés, mais d'autres semblent être accélérés ou focalisés par les champs magnétiques complexes qui s'enroulent dans cette région. Voyager 1 a détecté des pics d'intensité de rayons cosmiques qui ne devraient pas exister si la muraille était simplement un nuage passif de gaz. Il y a quelque chose d'actif, quelque chose de dynamique dans cette frontière, quelque chose qui transforme les particules et l'énergie d'une manière que nos modèles actuels ne peuvent pas expliquer. Pour comprendre pourquoi ces découvertes sont si troublantes, il faut d'abord saisir quelque chose de fondamental. À cette distance, dans ce royaume glacé au-delà des planètes, nous ne parlons plus vraiment de matière telle que tu la connais. Nous parlons de plasma. Et le plasma obéit à des règles qui défient l'intuition humaine. Le plasma est parfois appelé le 4e état de la matière. Tu connais les 3 premiers. Solide, liquide, gazeux. Mais quand tu chauffes un gaz à des températures extrêmes, ou quand tu le soumets à des radiations intenses, quelque chose de remarquable se produit. Les électrons sont arrachés des atomes, laissant derrière eux des ions chargés positivement. Ce mélange d'électrons libres et d'ions forme un plasma. Et contrairement au gaz ordinaire, le plasma conduit l'électricité, réagit violemment aux champs magnétiques et peut s'organiser en structures complexes et imprévisibles. 99% de la matière visible dans l'univers existe sous forme de plasma. Les étoiles sont des sphères de plasma. Le vent solaire est un flux de plasma. Le milieu interstellaire est principalement du plasma. Et la frontière entre l'héliosphère et l'espace interstellaire est une zone où 2 types de plasma très différents entrent en collision. Le plasma du vent solaire est relativement chaud et rapide, portant avec lui le champ magnétique tordu du Soleil. Le plasma interstellaire est plus froid et plus dense, avec son propre champ magnétique aligné différemment. Quand ces 2 plasmas se rencontrent, ils ne se mélangent pas simplement comme de l'eau et de l'huile. Ils interagissent de manière explosive, créant des courants électriques, des ondes de choc, des zones de reconnexion magnétique où l'énergie se libère soudainement sous forme de chaleur et de particules accélérées. Voyager 1 et Voyager 2 sont équipés d'instruments capables de mesurer ces phénomènes avec une précision remarquable. Surtout quand on considère que ces machines ont été conçues dans les années 70 avec une technologie qui paraît aujourd'hui primitive. Chaque sonde porte 11 instruments scientifiques, bien que plusieurs ne fonctionnent plus après plus de 4 décennies dans l'espace hostile. L'instrument magnétomètre mesure l'intensité et la direction du champ magnétique environnant. Il peut détecter des variations aussi faibles qu'un 10 millième du champ magnétique terrestre. C'est grâce au magnétomètre que nous savons que le champ magnétique interstellaire local a une intensité d'environ 3 nanotesla, soit 3 milliardièmes de Tesla. Pour comparaison, le champ magnétique terrestre à la surface est d'environ 50 000 nanotesla. Le champ interstellaire est donc environ 16 000 fois plus faible. Mais à l'échelle cosmique, ce champ minuscule a des effets gigantesques, guidant et déviant les particules chargées sur des distances de milliers d'années-lumière. L'instrument de détection des particules énergétiques, appelé LECP pour Low Energy Charged Particle, mesure les ions et les électrons ayant des énergies allant de quelques milliers à plusieurs millions d'électronvolts. C'est cet instrument qui a détecté la baisse dramatique des particules solaires et l'augmentation des rayons cosmiques galactiques quand les sondes ont franchi l'héliopause. En l'espace de quelques jours seulement, en août 2012, Voyager 1 a vu l'intensité des particules solaires chuter de 90%, tandis que les rayons cosmiques galactiques augmentaient de 40%. Un changement aussi brutal et aussi net que de passer d'une pièce éclairée à l'obscurité totale. Le détecteur de rayons cosmiques, CRS, pour Cosmic Ray Subsystem, mesure les particules encore plus énergétiques, celles qui ont été accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière par des supernovas, des trous noirs, des pulsars. Ces particules sont si énergétiques qu'elles peuvent traverser des mètres de plomb sans être arrêtées. Quand l'une d'elles frappe un atome dans l'atmosphère terrestre, elle déclenche une cascade de particules secondaires qui peuvent toucher le sol.
Les rayons cosmiques sont l'une des principales sources de radiation pour les astronautes dans l'espace et l'une des plus grandes menaces pour les futures missions habitées vers Mars. L'héliosphère, cette bulle créée par le vent solaire, agit comme un bouclier imparfait contre ces rayons cosmiques. Le champ magnétique solaire enchevêtré dans le vent solaire dévie et ralentit les particules cosmiques qui tentent de pénétrer dans le système solaire. Mais ce bouclier n'est pas parfait. Son efficacité varie en fonction du cycle solaire. Quand le Soleil est actif, le bouclier est plus fort. Quand le Soleil se calme, plus de rayons cosmiques pénètrent jusqu'à la Terre. Voyager 1 et Voyager 2, désormais de l'autre côté du bouclier, baignent dans le flux complet et non filtré des rayons cosmiques galactiques. Les détecteurs CRS enregistrent des taux d'impact bien plus élevés qu'à l'intérieur de l'héliosphère. Mais là encore, les données révèlent des anomalies. Les rayons cosmiques ne devraient pas être uniformément répartis dans toutes les directions. Ils devraient provenir principalement du plan de la galaxie, là où se trouvent la plupart des sources énergétiques comme les restes de supernovas et les pulsars jeunes. Mais Voyager détecte des variations directionnelles qui ne correspondent pas au modèle. Il y a des directions d'où arrivent plus de rayons cosmiques que prévu, et d'autres où il en arrive moins. Comme si quelque chose dans la structure du milieu interstellaire local canalisait ou bloquait ces particules de manière sélective. Les scientifiques ont proposé plusieurs explications. Peut-être que le champ magnétique interstellaire local a une géométrie plus complexe que nous ne le pensions, avec des filaments et des nappes qui dirigent les particules. Peut-être qu'il y a des nuages de gaz denses à proximité qui absorbent certains rayons cosmiques. Peut-être que nous sommes dans une région de la galaxie influencée par une ancienne supernova dont nous ne connaissons pas encore l'histoire, mais personne ne le sait avec certitude. L'instrument qui mesure les ondes de plasma, PWS pour Plasma Wave Subsystem, a détecté quelque chose d'encore plus étrange. Les ondes de plasma sont des oscillations collectives du plasma, comme des vagues à la surface d'un océan, mais transportées par des champs électriques et magnétiques plutôt que par l'eau. Dans le vent solaire, il existe différents types d'ondes de plasma, chacune avec sa propre fréquence caractéristique. Ces ondes peuvent accélérer des particules, chauffer le plasma, transporter de l'énergie sur de vastes distances. En octobre 2012, quelques mois seulement après avoir franchi l'héliopause, Voyager 1 a détecté une série d'oscillations de plasma avec une fréquence d'environ 2 kHz. Cette fréquence correspond à une densité de plasma d'environ 0,08 électrons par centimètre cube. Puis, en avril 2013, une nouvelle série d'oscillations a été détectée, cette fois correspondant à une densité d'environ 0,1 électron par centimètre cube. En février 2014, encore une autre détection, avec une densité légèrement plus élevée. Ce que ces mesures révèlent est remarquable. La densité du milieu interstellaire local n'est pas uniforme. Elle varie dans l'espace. Voyager traverse des régions avec des densités légèrement différentes. Et ces variations se produisent sur des échelles relativement courtes. Quelques dizaines d'unités astronomiques seulement. Cela signifie que le milieu interstellaire local est grumeleux, structuré, hétérogène. Ce n'est pas un océan uniforme, c'est plutôt une soupe cosmique, avec des grumeaux et des filaments de densité variée. Pourquoi cette structure existe-t-elle? Une possibilité est que nous traversons les restes turbulents d'anciennes explosions stellaires. Notre système solaire se déplace à travers la galaxie à une vitesse d'environ 26 km par seconde par rapport au milieu interstellaire local. Sur des échelles de temps de millions d'années, nous traversons des régions qui ont été sculptées par des supernovas, par des vents d'étoiles massives, par des collisions entre nuages interstellaires. Chacune de ces régions a sa propre densité, sa propre température, son propre champ magnétique. En ce moment même, notre système solaire se trouve dans ce que les astronomes appellent le nuage interstellaire local, ou LIC pour Local Interstellar Cloud. C'est une poche de gaz relativement chaud, environ 6000 degrés Kelvin, mais peu dense, d'où son nom de nuage. Le LIC fait partie de la bulle locale, une cavité géante dans le milieu interstellaire, créée il y a environ 10 à 20 000 millions d'années par une série de supernovas. Ces explosions ont soufflé le gaz interstellaire, créant une bulle de plasma chaud et extrêmement peu dense,
large d'environ 300 années-lumière. Mais le nuage interstellaire local n'est pas homogène. Il contient des filaments, des nappes, des zones de compression. Et notre système solaire, dans sa trajectoire à travers la galaxie, entre et sort de ces structures. Il y a environ 44 000 ans, nous sommes entrés dans le nuage interstellaire local. Avant cela, nous étions dans une région encore moins dense. Dans environ 10 à 20 000 ans, nous sortirons probablement du LIC pour entrer dans une autre région, peut-être plus dense, peut-être moins. Et voici le point crucial. Quand la densité du milieu interstellaire change, la pression sur l'héliosphère change. Si nous entrons dans une région plus dense, l'héliosphère sera comprimée. Si nous entrons dans une région moins dense, elle se dilatera. L'héliosphère n'est pas une structure figée. C'est une bulle dynamique qui respire, qui se déforme, qui réagit constamment à son environnement. Les données de Voyager suggèrent que nous sommes peut-être en train de traverser une transition, une région où la densité du milieu interstellaire local est en train d'augmenter légèrement. Si cette tendance continue, si nous nous dirigeons vers une zone plus dense du nuage interstellaire local ou vers la frontière avec une autre structure, l'héliosphère pourrait se rétrécir de manière significative dans les prochains milliers d'années. Qu'est-ce que cela signifierait ? Un rétrécissement de l'héliosphère signifie que le bouclier magnétique contre les rayons cosmiques deviendrait moins efficace. Plus de rayons cosmiques atteindraient alors la Terre. Les niveaux de radiation dans le système solaire interne augmenteraient. Cela pourrait avoir des conséquences pour la biosphère terrestre, pour le climat, pour l'évolution même de la vie. Des études géologiques ont montré que les niveaux de rayons cosmiques atteignant la Terre ont varié au cours des millions d'années, en analysant les isotopes radioactifs produits par les rayons cosmiques dans les carottes de glace et les sédiments marins. Les scientifiques ont découvert des périodes où le flux de rayons cosmiques était nettement plus élevé qu'aujourd'hui. Certaines de ces périodes coïncident avec des extinctions mineures, des changements climatiques, des mutations génétiques accélérées. La connexion causale n'est pas prouvée, mais elle est plausible. Les rayons cosmiques ionisent l'atmosphère, ce qui peut influencer la formation des nuages, modifiant ainsi l'albédo terrestre et le climat. Ils peuvent également endommager l'ADN des organismes vivants, augmentant les taux de mutation. Dans le contexte de l'évolution, une augmentation soutenue des rayons cosmiques pourrait accélérer les changements adaptatifs ou provoquer des stress écologiques. Mais revenons aux mesures directes. L'un des phénomènes les plus fascinants détectés par Voyager dans la gaine héliosphérique, cette zone turbulente entre le choc terminal et l'héliopause et l'existence de structures magnétiques géantes appelées bulles ou mousses magnétiques. En 2009, des scientifiques analysant les données du magnétomètre de Voyager 1 ont remarqué quelque chose de très étrange. Le champ magnétique oscillait de manière chaotique, changeant de direction presque au hasard sur des périodes de quelques heures à quelques jours. Ce n'était pas le comportement attendu. Le champ magnétique devrait suivre une structure relativement organisée, s'enroulant en spirale à mesure que le vent solaire ralentit et est comprimé. Après des années d'analyse et de modélisation, les chercheurs ont proposé une explication radicale. Dans la gaine héliosphérique, le champ magnétique solaire se fragmente en structures séparées, des bulles magnétiques qui se détachent du reste du champ et dérivent indépendamment. Chaque bulle mesure environ 150 millions de kilomètres de diamètre, soit approximativement la distance entre la Terre et le Soleil. Ces bulles se forment parce que les lignes de champ magnétique, sous la pression et la turbulence extrême de la gaine, se reconnectent, se coupent et se réarrangent. La reconnexion magnétique est un processus fondamental en physique des plasmas. Quand deux régions de plasma avec des champs magnétiques opposés se rencontrent, les lignes de champ peuvent se briser et se reconnecter dans une nouvelle configuration, libérant soudainement l'énergie magnétique stockée sous forme de chaleur et de particules accélérées. Ce processus est responsable des éruptions solaires, des aurores terrestres, et maintenant nous savons qu'il se produit également à la frontière de l'héliosphère. Voyager traverse ces bulles magnétiques comme un navire naviguant dans un archipel cosmique. Parfois, elle est à l'intérieur d'une bulle, où le champ magnétique est organisé dans une direction spécifique. Puis elle sort dans l'espace entre les bulles, où le champ est orienté différemment. Cette traversée constante crée le signal oscillant que les instruments détectent. Mais voici le mystère.
les modèles informatiques ne prédisaient pas ces bulles. Ils montraient que le champ magnétique dans la gaine devrait être comprimé et déformé, mais pas fragmenté en structures séparées. Le fait que ces bulles existent signifie que les processus physiques dans la gaine sont plus violents, plus turbulents, plus complexes que ce que nos équations suggéraient. Et il y a autre chose, la température. Le vent solaire, quand il quitte le Soleil, a une température d'environ 1 million de degrés Kelvin. En se propageant vers l'extérieur, il devrait se refroidir, car il se dilate dans l'espace. Quand il atteint le choc terminal et ralentit brutalement, une partie de son énergie cinétique est convertie en chaleur, augmentant temporairement la température. Mais ensuite, dans la gaine héliosphérique, il devrait à nouveau se refroidir progressivement. Les mesures de Voyager montrent que c'est vrai, mais seulement en partie. La température dans la gaine est effectivement plus élevée qu'avant le choc terminal, environ 100 000 à 300 000 degrés Kelvin selon les régions. Mais il y a des zones où la température est inexplicablement élevée, dépassant 500 000 degrés Kelvin. Ces points chauds ne correspondent pas au modèle. Ils suggèrent qu'il y a des sources d'énergie supplémentaires dans la gaine, probablement liées à la reconnexion magnétique et à l'accélération de particules. Un plasma à 500 000 degrés Kelvin est incroyablement énergétique. Chaque particule se déplace à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Les collisions entre particules sont rares dans un milieu aussi ténu, mais quand elles se produisent, elles peuvent créer des rayonnements X et des particules secondaires. La gaine héliosphérique n'est pas une zone tranquille de transition. C'est un réacteur cosmique où l'énergie se transforme et se dissipe de manière chaotique. Et maintenant, au-delà de l'héliopause, dans l'espace interstellaire véritable, Voyager détecte que la température du plasma interstellaire local est d'environ 15 000 à 30 000 degrés Kelvin. Beaucoup plus froid que dans la gaine, mais toujours extraordinairement chaud comparé aux températures terrestres. Ce plasma interstellaire chaud est ionisé par le rayonnement ultraviolet des étoiles environnantes et par les rayons cosmiques. Il remplit l'espace entre les étoiles comme une brume invisible mais omniprésente. Ce que Voyager nous apprend, donnée après donnée, mesure après mesure, c'est que la frontière du système solaire est un endroit d'une complexité stupéfiante. Ce n'est pas une ligne nette, c'est une région d'interaction, de transformation, de chaos organisé. C'est une zone de transition entre deux domaines cosmiques radicalement différents. Et les processus qui s'y déroulent sont à la limite de notre compréhension actuelle de la physique. Après plus de 10 ans d'analyse des données post-héliopause, les scientifiques admettent ouvertement que de nombreuses questions restent sans réponse. Nous ne savons pas exactement quelle est la forme tridimensionnelle de l'héliosphère. Les modèles suggèrent qu'elle pourrait être sphérique, ovale, en forme de comète avec une longue queue, ou même en forme de croissant. Différents modèles, avec des hypothèses légèrement différentes, produisent des formes radicalement différentes. Nous ne savons pas comment l'héliosphère interagit avec les structures magnétiques du milieu interstellaire à grande échelle. Nous ne savons pas si la muraille d'hydrogène est stable ou si elle fluctue dramatiquement. Nous ne savons pas comment les rayons cosmiques de très haute énergie pénètrent à travers les multiples couches de la frontière héliosphérique. Et surtout, nous ne savons pas ce qui se passerait si les conditions du milieu interstellaire local changeaient de manière significative. Si, par exemple, notre système solaire entrait dans un nuage interstellaire beaucoup plus dense, avec une densité 10 ou 100 fois supérieure à celle actuelle. L'héliosphère pourrait se rétrécir jusqu'à l'orbite de Jupiter. Le flux de rayons cosmiques dans le système solaire interne pourrait augmenter d'un ordre de grandeur. Les conséquences pour la Terre et pour toute vie éventuelle ailleurs dans le système solaire seraient profondes et imprévisibles. Le 23 octobre 2003, quelque chose d'inhabituel s'est produit à la surface du Soleil. Une éruption solaire colossale a éclaté depuis une région active désignée AR 486, libérant une quantité d'énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes thermonucléaires. Cette éruption, classée 17 sur l'échelle des éruptions solaires, était l'une des plus puissantes jamais enregistrées. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, le 28 octobre, la même région active a produit une éruption encore plus violente, estimée à X28, saturant littéralement les détecteurs satellites.
Ces éruptions ont projeté dans l'espace des éjections de masse coronale, d'immenses bulles de plasma contenant des milliards de tonnes de matière solaire, voyageant à plus de 2000 km par seconde. Quand ces éjections ont atteint la Terre, elles ont comprimé la magnétosphère terrestre, créant des tempêtes géomagnétiques intenses. Des aurores boréales ont été observées jusqu'au Texas et en Méditerranée. Des satellites ont été endommagés. Des réseaux électriques ont subi des perturbations. Des astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont dû se réfugier dans les modules les plus protégés pour éviter les doses dangereuses de radiation. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces mêmes éjections de masse coronale ont continué leur voyage bien au-delà de la Terre. Elles ont traversé l'orbite de Mars, puis celle de Jupiter, puis celle de Saturne, Uranus, Neptune. Elles ont foncé à travers la ceinture de Kuiper, à travers le vide glacé au-delà des planètes. Et finalement, environ 1 an plus tard, elles ont atteint le choc terminal, là où se trouvaient les sondes Voyager. Voyager 1 a détecté l'arrivée de cette onde de choc en novembre 2004, juste au moment où la sonde traversait elle-même le choc terminal pour la première fois. Les instruments ont enregistré une augmentation brutale de la pression du vent solaire, une accélération soudaine des particules énergétiques, une reconfiguration du champ magnétique local. L'éjection de masse coronale, même après avoir voyagé pendant plus d'1 année et sur une distance de plus de 14 milliards de kilomètres, portait encore assez d'énergie pour perturber radicalement l'environnement à la frontière du système solaire. Cette observation a révélé quelque chose de fondamental. L'héliosphère n'est pas seulement façonnée par le flux continu et régulier du vent solaire. Elle est constamment martelée par des impulsions, des vagues, des tsunamis de plasma éjectés lors des éruptions solaires. Chaque éjection de masse coronale qui quitte le Soleil crée une onde qui se propage à travers toute l'héliosphère, se réfléchit sur le choc terminal, interagit avec les structures magnétiques de la gaine et finalement s'écrase contre l'héliopause. Les scientifiques ont calculé que les éjections de masse coronale les plus puissantes peuvent temporairement pousser l'héliopause vers l'extérieur de plusieurs unités astronomiques, soit plusieurs centaines de millions de kilomètres. L'héliosphère gonfle littéralement comme un ballon quand ces vagues la frappent. Puis, quand l'énergie se dissipe, elle se rétracte à nouveau. Ce cycle de gonflement et de rétraction se produit constamment, à des échelles de temps allant de quelques jours à plusieurs mois. Imagine une bulle de savon dans une tempête. Elle se déforme, s'étire, ondule sous les rafales de vent. C'est ce qui arrive à notre bouclier héliosphérique, sauf que les rafales sont des tsunamis de plasma magnétisé et que les conséquences de ces déformations peuvent être mortelles. En mars 2012, quelques mois avant que Voyager 1 ne franchisse officiellement l'héliopause, les instruments ont détecté une série d'événements que les scientifiques ont appelés chocs de pression du vent solaire. Ces chocs étaient vraiment causés par des éjections de masse coronale qui avaient quitté le Soleil environ 13 mois plus tôt, en février 2011. Quand ces chocs ont atteint la région où se trouvait Voyager 1, ils ont créé des oscillations dans le plasma local. Ces oscillations ont permis aux scientifiques de mesurer avec précision la densité du plasma, confirmant que la sonde était effectivement très proche de l'héliopause. Puis, en avril 2013, un événement encore plus puissant s'est produit. Une série d'éjections de masse coronale majeures lancées en mars 2012 ont créé une onde de choc massive qui a littéralement fait vibrer l'héliopause. Voyager 1, maintenant officiellement dans l'espace interstellaire depuis environ 8 mois, a détecté ces vibrations sous forme d'oscillation du plasma interstellaire. C'était la première fois que nous pouvions mesurer directement comment les événements solaires affectent la frontière même de notre système solaire depuis l'extérieur. Mais voici quelque chose de profondément troublant que ces mesures ont révélé. Les oscillations ne se sont pas dissipées rapidement. Elles ont persisté pendant des mois. L'héliopause a continué à vibrer, à osciller, longtemps après le passage initial de l'onde de choc. C'est comme si la frontière avait une sorte de mémoire, une résonance qui maintenait les oscillations bien après que la perturbation initiale soit passée. Cette découverte suggère que l'héliopause n'est pas simplement une interface passive entre deux milieux. C'est une structure dynamique avec ses propres propriétés, capable de stocker et de libérer de l'énergie. Les physiciens des plasmas comparent maintenant l'héliopause à une membrane vivante,
une peau qui réagit aux stimulus externes de manière complexe et parfois imprévisible. Et cette membrane est constamment bombardée. Le Soleil produit en moyenne 2 à 3 éjections de masse coronale par jour pendant les périodes de forte activité, et environ une tous les 5 jours pendant les périodes calmes. Sur une année, cela représente des centaines d'éjections. Chacune crée une onde qui traverse l'héliosphère. Certaines sont faibles, d'autres sont dévastatrices. L'héliopause est donc dans un état perpétuel d'agitation, de vibration, de déformation. Maintenant, considère ce qui se passe du côté interstellaire. Le milieu interstellaire n'est pas non plus calme et uniforme. Il est traversé par des ondes de choc provenant de supernovas lointaines, par des vents d'étoiles massives, par des turbulences générées par les bras spiraux de la galaxie. Notre système solaire voyage à travers ce milieu à 26 km par seconde, créant une onde de choc en amont, comme un bateau créant une vague d'étrave. Cette onde de choc interstellaire, appelée bow shock en anglais, devrait théoriquement exister quelque part en avant de l'héliosphère, dans la direction du mouvement de notre système solaire. Pendant des années, les scientifiques étaient convaincus que cette onde de choc existait, et les modèles prédisaient qu'elle devrait se trouver à environ 230 à 400 unités astronomiques du Soleil. Mais en 2012, des observations faites par le satellite IBEX, Interstellar Boundary Explorer, ont semé le doute. IBEX détecte les atomes neutres énergétiques qui se forment quand des ions du vent solaire capturent dans des électrons d'atomes neutres interstellaires. Ces atomes neutres ne sont pas déviés par les champs magnétiques et voyagent en ligne droite, permettant à IBEX de cartographier indirectement les régions où le vent solaire interagit avec le milieu interstellaire. Les données d'IBEX n'ont pas montré la signature attendue d'une onde de choc en amont. Plusieurs explications ont été proposées. Peut-être que notre vitesse à travers le milieu interstellaire local n'est pas assez élevée pour créer une véritable onde de choc. Peut-être que le champ magnétique interstellaire local a une orientation qui empêche la formation d'un choc classique. Ou peut-être que l'onde de choc existe, mais qu'elle est trop faible ou trop éloignée pour être détectée par IBEX. Voyager 1 et Voyager 2 ne sont pas encore assez loin pour détecter directement cette hypothétique onde de choc. À leur vitesse actuelle, environ 17 km par seconde pour Voyager 1 et 15 km par seconde pour Voyager 2, il faudrait encore plusieurs décennies, peut-être un siècle, avant qu'elles atteignent la distance où le bow shock devrait se trouver, si tant est qu'il existe. Mais même si elles n'atteindront probablement jamais cette région, car leurs générateurs thermoélectriques à radioisotopes s'épuiseront bien avant, les voyagers nous ont déjà appris que la région entre l'héliopause et le milieu interstellaire plus lointain est loin d'être simple. En novembre 2018, quand Voyager 2 a franchi l'héliopause, elle a détecté quelque chose que Voyager 1 n'avait pas vu 6 ans plus tôt. Une fine couche de plasma, d'une épaisseur de quelques dixièmes d'unité astronomique seulement, où les particules solaires et interstellaires coexistaient. Une zone de mélange, de transition, où les deux populations de particules se mélangeaient partiellement avant que le plasma interstellaire ne domine complètement. Cette couche n'avait pas été détectée par Voyager 1, soit parce qu'elle n'existait pas à cet endroit et à ce moment, soit parce que Voyager 1 l'a traversée trop rapidement pour que les instruments puissent la résoudre correctement. La découverte de cette couche par Voyager 2 a montré que l'héliopause n'est pas une discontinuité parfaite. C'est plutôt une zone de transition épaisse de quelques dizaines de millions de kilomètres où les deux plasmas s'interpénètrent. Et cette zone est violente. Les particules solaires et interstellaires ont des vitesses différentes, des températures différentes, des champs magnétiques attachés qui pointent dans des directions différentes. Quand elles entrent en contact, il y a des instabilités, des turbulences, des reconnexions magnétiques. De l'énergie est libérée sous forme de radiation et de particules accélérées. Voyager 2 a détecté des pics soudains de particules énergétiques dans cette couche de transition. Des électrons et des ions accélérés à des énergies de plusieurs millions d'électronvolts. Ces particules sont accélérées par des processus encore mal compris, probablement liés à des chocs secondaires et à des reconnexions magnétiques localisées. Elles jaillissent lors de la zone de transition et se propagent à la fois vers l'intérieur de l'héliosphère et vers l'extérieur dans l'espace interstellaire. Certaines de ces particules accélérées à l'héliopause finissent par atteindre la Terre. Les scientifiques les appellent les particules anormales de rayons cosmiques, ou ACR,
pour Anomalous Cosmic Rays. Pendant des années, l'origine de ces particules était mystérieuse. Elles avaient des énergies intermédiaires, trop faibles pour être des rayons cosmiques galactiques typiques, mais trop élevés pour être des particules du vent solaire ordinaire. Les mesures de Voyager ont résolu le mystère. Ces particules sont des atomes neutres interstellaires qui pénètrent dans l'héliosphère, deviennent ionisés par le rayonnement solaire, sont ensuite transportés vers l'héliopause par le vent solaire et finalement accélérés dans la zone de turbulence à la frontière avant d'être réfléchis vers l'intérieur. C'est un processus d'une complexité stupéfiante, impliquant des échelles spatiales de milliards de kilomètres et des échelles de temps de plusieurs années. Et il se produit constamment, créant un flux permanent de particules énergétiques qui pleuvent sur le système solaire interne depuis la frontière lointaine. Maintenant, parlons de quelque chose de plus immédiatement menaçant. En juillet 2012, alors que Voyager 1 approchait de l'héliopause, une éruption solaire majeure s'est produite. Pas la plus puissante jamais enregistrée, mais significative néanmoins. Classée X 1,4. L'éruption a éjecté une masse coronale qui a raté la Terre de peu, passant à travers l'orbite terrestre seulement quelques jours avant que notre planète n'arrive à cet endroit. Des scientifiques de la NASA ont estimé que si cette éjection de masse coronale avait frappé la Terre directement, elle aurait causé une tempête géomagnétique aussi puissante que l'événement de Carrington de septembre 1859, la plus intense tempête géomagnétique jamais enregistrée. L'événement de Carrington a créé des aurores visibles jusqu'aux tropiques, a mis le feu à des stations télégraphiques, a induit des courants électriques si forts dans les lignes télégraphiques que certains opérateurs ont pu envoyer des messages même avec leurs batteries déconnectées. Si un événement similaire se produisait aujourd'hui, avec notre dépendance aux satellites, aux réseaux électriques interconnectés, aux systèmes de communication électronique, les conséquences seraient catastrophiques. Des études ont estimé que les dommages économiques pourraient atteindre plusieurs billions de dollars, avec des pannes de courant affectant des centaines de millions de personnes pendant des semaines ou des mois. Les satellites de communication et de navigation seraient endommagés ou détruits. Les astronautes dans l'espace recevraient des doses de radiation potentiellement mortelles. L'éjection de masse coronale de juillet 2012, celle qui a raté la Terre, a continué son voyage vers l'extérieur. En août 2013, elle a atteint Voyager 1, maintenant dans l'espace interstellaire. La sonde a détecté l'onde de choc associée, une perturbation qui a fait vibrer le plasma interstellaire et a permis une nouvelle mesure de la densité électronique. Mais voici le point crucial. Cette éjection de masse coronale particulièrement puissante a non seulement fait vibrer l'héliopause, elle l'a temporairement déplacée. Les calculs suggèrent que l'héliopause a été poussée vers l'extérieur de plusieurs unités astronomiques, soit plusieurs centaines de millions de kilomètres, pendant quelques semaines. Puis, lentement, elle est revenue à sa position d'équilibre. Si Voyager 1 avait été à un endroit légèrement différent, elle aurait pu se retrouver à nouveau à l'intérieur de l'héliosphère pendant quelques semaines avant de ressortir dans l'espace interstellaire. La frontière est donc non seulement floue, mais elle bouge, elle ondule, elle respire. Et maintenant, imagine ce qui pourrait se passer si le Soleil produisait une super éruption, un événement des centaines de fois plus puissant que les éruptions X typiques. Des études d'étoiles similaires au Soleil ont montré que de telles super éruptions sont rares, se produisant peut-être une fois tous les quelques millénaires, mais elles sont possibles. Une super éruption solaire pourrait éjecter une masse coronale contenant des milliers de milliards de tonnes de plasma, voyageant à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Une telle éjection pourrait comprimer l'héliosphère de manière dramatique, peut-être réduire temporairement sa taille de moitié. L'héliopause pourrait être poussée vers l'intérieur jusqu'à l'orbite de Saturne ou même de Jupiter. Les rayons cosmiques galactiques inonderaient le système solaire interne. La dose de radiation sur Terre pourrait augmenter de manière significative. Les conséquences pour la vie, pour la technologie, pour la stabilité climatique seraient imprévisibles. Il y a des preuves géologiques que de tels événements se sont produits dans le passé. Des pics d'isotopes radioactifs produits par les rayons cosmiques dans les carottes de glace, datant de plusieurs milliers d'années, suggérant des périodes où le flux de rayons cosmiques a augmenté brutalement pendant quelques années avant de revenir à la normale.
Certains scientifiques proposent que ces pics pourraient être causés par des super-éruptions solaires qui ont temporairement affaibli le bouclier héliosphérique. Nous vivons donc à l'intérieur d'une forteresse assiégée. De l'extérieur, les rayons cosmiques galactiques bombardent constamment nos défenses. De l'intérieur, notre propre étoile lance périodiquement des assauts qui déforment et affaiblissent ces mêmes défenses. L'héliopause, cette frontière lointaine, est le champ de bataille où ces forces s'affrontent. Et Voyager 1 et Voyager 2, ces deux sentinelles solitaires, sont les seuls témoins directs de cette bataille cosmique. Elles envoient leur rapport depuis le front, des murmures électroniques traversant des milliards de kilomètres de vide, mettant plus de 22 heures pour atteindre la Terre à la vitesse de la lumière. Chaque signal est un miracle, une victoire contre l'entropie, contre l'usure implacable du temps et de la radiation. Mais leurs voix s'affaiblissent. Chaque année, les générateurs thermoélectriques à radioisotopes produisent environ 4 watts de moins. Les ingénieurs de la NASA désactivent progressivement les instruments non essentiels pour économiser l'énergie. En 2019, les systèmes de chauffage de Voyager 2 ont été coupés pour économiser l'électricité. La température à l'intérieur de la sonde a chuté à des niveaux jamais prévus par les concepteurs. Miraculeusement, les instruments continuent de fonctionner, même dans ce froid extrême. Les scientifiques estiment que vers 2030, peut-être 2035, il n'y aura plus assez d'énergie pour faire fonctionner aucun instrument. Les voyagers continueront à voler, silencieuses, à travers l'espace interstellaire. Elles deviendront des artefacts, des bouteilles à la mer cosmique, portant les disques d'or avec les sons et les images de la Terre, destinés à une civilisation extraterrestre hypothétique qui pourrait les trouver dans des millions d'années. Mais avant ce silence final, avant que la dernière lueur de connaissance s'éteigne, les voyageurs ont encore des secrets à révéler. Chaque jour de données supplémentaires est un trésor. Chaque nouvelle mesure apporte une pièce du puzzle de notre place dans le cosmos. Et le puzzle devient de plus en plus étrange, de plus en plus troublant. Car au-delà des questions physiques sur la densité du plasma et la structure magnétique, une question philosophique plus profonde émerge. Une question qui touche à l'essence même de notre existence. Mais cette question, nous devons d'abord la construire en comprenant pleinement la violence et la fragilité de notre situation cosmique. Les rayons cosmiques qui traversent en ce moment même ton corps sont les balles d'une guerre galactique qui dure depuis des milliards d'années. Chaque seconde, environ 100 000 particules cosmiques traversent chaque mètre carré de ton corps. La plupart sont arrêtées par l'atmosphère terrestre, fragmentées en cascades de particules secondaires. Mais certaines te traversent complètement, de la tête aux pieds, laissant derrière elles une traînée microscopique d'ionisation, endommageant parfois un brin d'ADN, créant parfois une mutation qui pourrait, dans des circonstances exceptionnellement rares, déclencher un cancer des décennies plus tard. Ces particules ont voyagé pendant des millions d'années à travers la galaxie. Elles ont été accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière par des événements d'une violence inimaginable. Certaines viennent de l'explosion d'étoiles massives, les supernovas. D'autres ont été éjectées par des trous noirs supermassifs dévorant de la matière au centre de galaxies lointaines. Quelques-unes, les plus énergétiques, pourraient même provenir de sources extragalactiques, d'événements si violents et si éloignés que nous ne pouvons que spéculer sur leur nature. Et l'héliosphère, cette bulle fragile au bord de laquelle voyager vient de nous révéler des phénomènes troublants, est tout ce qui te protège d'un bombardement bien plus intense. Sans elle, le flux de rayons cosmiques atteignant la surface terrestre serait peut-être 10 fois plus élevé, peut-être 100 fois. Les calculs varient, mais tous s'accordent sur un point. La vie complexe telle que nous la connaissons ne pourrait probablement pas exister sans ce bouclier. Le 19 octobre 2017, les observatoires astronomiques du monde entier ont détecté une particule cosmique d'une énergie hallucinante. L'événement a été enregistré par le télescope Array au Utah, un réseau de détecteurs couvrant 700 km² de désert. Cette particule unique portait une énergie de 2,4 fois 10 puissance 20 électronvolts. Pour mettre cela en perspective, c'est l'équivalent de l'énergie cinétique d'une balle de baseball lancée à 100 km/h, concentrée dans une seule particule subatomique, probablement un proton. Comment est-ce possible ?
Comment une particule peut-elle être accélérée à une telle énergie? Les supernovas les plus puissantes, les pulsars les plus rapides ne peuvent pas produire de telles énergies. Il faut des mécanismes d'accélération extraordinaires, probablement impliquant des champs magnétiques titanesques autour de trous noirs en rotation, ou des collisions de jets de galaxies actives, ou des processus que nous n'avons même pas encore imaginés. Cette particule a traversé l'espace pendant des millions d'années. Elle a franchi le beau choc hypothétique devant notre système solaire. Elle a pénétré l'héliopause comme si celle-ci n'existait pas. Le champ magnétique solaire, les bulles magnétiques de la gaine héliosphérique, tout cela est complètement impuissant contre des particules aussi énergétiques. Elles voyagent presque en ligne droite, à peine déviées par les champs magnétiques qu'elles rencontrent. Quand cette particule a frappé l'atmosphère terrestre au-dessus de l'Utah, elle a créé une cascade de particules secondaires, impliquant des milliards de particules s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés au niveau du sol. Les détecteurs du télescope Array ont enregistré le flash de lumière ultraviolette produit par ces particules secondaires ionisant l'air. C'était comme un éclair cosmique invisible, une décharge d'énergie pure venant des profondeurs de l'univers. Et ce n'était pas un événement unique. Des particules de ces énergies extrêmes, appelées rayons cosmiques d'ultra haute énergie, ou UHECR, frappent la Terre environ une fois par kilomètre carré par siècle. Cela semble rare, mais à l'échelle de la planète entière, cela représente plusieurs événements par jour. Et nous ne savons toujours pas d'où viennent exactement ces particules. L'une des plus énergétiques jamais détectées, le fameux événement Oh My God, du 15 octobre 1991, portait une énergie de 3,2 × 10 puissance 20 électronvolts. Quand cette particule a été détectée par l'observatoire Fly's Eye dans l'Utah, les scientifiques ont d'abord pensé qu'il y avait une erreur dans les instruments. Une telle énergie semblait physiquement impossible. Mais les mesures étaient correctes. Une particule unique portant l'énergie cinétique d'une balle de tennis servie à 200 km/h, dans un proton. Ces particules nous rappellent que l'univers est un endroit violent au-delà de toute imagination humaine, et que notre petit bouclier héliosphérique, aussi impressionnant soit-il à l'échelle humaine, est complètement dérisoire face aux énergies cosmiques extrêmes. Mais ce ne sont pas ces particules ultra rares et ultra énergétiques qui posent le plus grand danger pour la vie terrestre. Ce sont les rayons cosmiques d'énergie plus modérée, ceux qui sont partiellement déviés et modulés par l'héliosphère, dont le flux varie en fonction de l'activité solaire et de la structure de la frontière héliosphérique. Des études paléoclimatiques ont révélé des corrélations troublantes entre les variations du flux de rayons cosmiques et les changements climatiques sur Terre. Le mécanisme proposé est le suivant. Les rayons cosmiques ionisent l'atmosphère terrestre, créant des ions qui servent de noyaux de condensation pour la formation de nuages. Plus il y a de rayons cosmiques, plus il y a d'ions, plus il y a de nuages bas. Plus la Terre réfléchit la lumière solaire, plus le climat se refroidit. Cette hypothèse, appelée théorie des rayons cosmiques de Svensmark du nom du scientifique danois qui l'a popularisée, reste controversée. Mais des expériences en laboratoire, notamment l'expérience Cloud au CERN, ont confirmé que les rayons cosmiques peuvent effectivement influencer la formation de particules d'aérosols qui servent de graines aux nuages. L'ampleur de cet effet à l'échelle planétaire reste débattue, mais il existe, si l'héliosphère devait se rétrécir significativement. Si nous entrions dans une région du milieu interstellaire beaucoup plus dense, le flux de rayons cosmiques atteignant la Terre pourrait augmenter de 50 ou 100%. Cela pourrait modifier la couverture nuageuse globale, affecter les températures moyennes, perturber les régimes de précipitation. Sur des échelles de temps de milliers d'années, alors que notre système solaire traverse différentes régions du milieu interstellaire local, ces variations pourraient avoir contribué au cycle glaciaire et interglaciaire que la Terre a connu. Il y a environ 60 000 ans, notre système solaire a peut-être traversé une région particulièrement dense du milieu interstellaire. Des simulations informatiques suggèrent que cette rencontre aurait pu compresser l'héliosphère jusqu'à l'orbite de Mars ou même de la Terre. Pendant cette période, qui aurait pu durer quelques milliers d'années, le flux de rayons cosmiques sur Terre aurait été dramatiquement plus élevé. C'était aussi une période de refroidissement climatique global. Coïncidence ou lien de causalité?
Nous ne le savons pas avec certitude, mais voici quelque chose de plus immédiatement terrifiant. En 2006, des scientifiques analysant des données satellites ont découvert des électrons tueurs dans les ceintures de radiation de Van Allen entourant la Terre. Ces ceintures sont des zones où le champ magnétique terrestre piège des particules énergétiques provenant du vent solaire et des rayons cosmiques. Les électrons tueurs sont des électrons accélérés à des énergies relativistes suffisantes pour endommager gravement les composants électroniques des satellites. Ce qui est remarquable, c'est la vitesse à laquelle ces populations d'électrons tueurs peuvent se développer. Parfois, en quelques heures seulement après une tempête géomagnétique, le nombre d'électrons tueurs peut augmenter d'un facteur 1000. Les satellites traversant ces régions subissent des dommages cumulatifs. Certains sont détruits complètement. Les scientifiques ont découvert que ces électrons sont accélérés par des ondes de plasma appelées ondes Corus, des oscillations électromagnétiques qui résonnent avec les électrons et leur transfèrent de l'énergie de manière extrêmement efficace. C'est un processus d'accélération naturelle qui se produit dans la magnétosphère terrestre et probablement aussi dans les magnétosphères de Jupiter, Saturne et d'autres planètes avec des champs magnétiques forts. Mais des processus similaires se produisent aussi à l'héliopause. Les turbulences et les reconnexions magnétiques dans la gaine héliosphérique et à la frontière avec l'espace interstellaire génèrent des ondes de plasma qui accélèrent des particules. Voyager a détecté ces particules accélérées localement, ces pics soudains d'électrons et d'ions énergétiques. À la frontière de notre système solaire, il existe donc des mécanismes d'accélération de particules qui fonctionnent en permanence, créant un flux de radiation énergétique qui se propage à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Maintenant, imagine un scénario catastrophe. Notre système solaire entre dans un nuage interstellaire dense, avec une densité 100 fois supérieure à celle du nuage interstellaire local actuel. L'héliosphère se rétracte dramatiquement, peut-être jusqu'à l'orbite de Jupiter. Les rayons cosmiques galactiques inondent le système solaire interne. La Terre, protégée par son propre champ magnétique, ne subit pas immédiatement de conséquences catastrophiques. Mais Mars, qui n'a qu'un champ magnétique résiduel très faible, est bombardé par des doses de radiation 10 fois plus élevées que maintenant. Pour les futures colonies martiennes, ce serait une catastrophe. Les habitats devraient être enfouis profondément sous la surface, ou protégés par des mètres de régolithes. Les sorties en scaphandre deviendraient extrêmement dangereuses. L'exposition cumulée à la radiation limiterait sévèrement la durée des missions humaines. Mais ce n'est pas tout. L'augmentation du flux de rayons cosmiques sur Terre affecterait aussi les vols aériens de haute altitude. Les équipages et les passagers des vols long courriers reçoivent déjà des doses de radiation non négligeables à cause des rayons cosmiques qui pénètrent plus facilement à haute altitude. Une augmentation significative du flux pourrait rendre certaines routes polaires dangereuses, surtout pendant les périodes de faible activité solaire quand le bouclier héliosphérique est moins efficace. Les satellites en orbite terrestre subiraient également des dégâts accélérés. La durée de vie opérationnelle des satellites de communication, de navigation GPS, d'observation de la Terre, pourrait être réduite de moitié. Le coût économique serait énorme. Notre civilisation technologique dépend désormais complètement des satellites. Une dégradation accélérée de ces infrastructures spatiales pourrait provoquer des perturbations majeures dans les communications, la finance, la logistique globale. Et puis, il y a la question des extinctions massives. Les données géologiques montrent que la Terre a connu au moins 5 extinctions massives majeures au cours des 500 derniers millions d'années, où plus de 75% des espèces ont disparu. La plus célèbre est l'extinction du Crétacé paléogène, il y a 66 millions d'années, qui a éliminé les dinosaures non-aviens, causés par l'impact d'un astéroïde de 10 km de diamètre. Mais d'autres extinctions massives ont des causes moins claires. L'extinction du Permien Tria il y a 252 millions d'années, la plus dévastatrice de toutes, a éliminé environ 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Les causes proposées incluent un volcanisme massif en Sibérie, un réchauffement climatique extrême, une acidification des océans, une anoxie océanique. Mais certains scientifiques ont également proposé un facteur contributif cosmique, une augmentation du flux de rayons cosmiques causée par une compression de l'héliosphère. Si notre système solaire traversait une région particulièrement dense du milieu interstellaire,
ou si une supernova proche explosait à moins de 100 années-lumière, le flux de rayons cosmiques pourrait augmenter de manière spectaculaire pendant des milliers ou des millions d'années. Les effets cumulatifs sur la biosphère pourraient être profonds. Augmentation des taux de mutation, endommagement de l'ADN, augmentation des cancers, destruction partielle de la couche d'ozone par les particules secondaires produites dans l'atmosphère, changement climatique dû à la modification de la couverture nuageuse. La connexion n'est pas prouvée, mais elle est plausible et elle est terrifiante, car elle signifie que notre survie en tant qu'espèce pourrait dépendre non seulement de facteurs terrestres comme les impacts d'astéroïdes ou les éruptions volcaniques massives, mais aussi de facteurs cosmiques complètement hors de notre contrôle. La densité du milieu interstellaire que nous traversons, l'activité de notre propre Soleil, les explosions d'étoiles à des dizaines ou des centaines d'années-lumière. En février 2022, les scientifiques analysant les données de Voyager 2 ont publié une découverte troublante. Dans l'espace interstellaire, juste au-delà de l'héliopause, le plasma montre des signes de turbulence magnétique persistante. Le champ magnétique fluctue à des échelles de temps allant de quelques heures à plusieurs jours, avec des amplitudes pouvant atteindre 50% de la valeur moyenne. Cette turbulence n'est pas causée par le Soleil. Elle est intrinsèque au milieu interstellaire local. Elle est probablement générée par des instabilités dans le plasma interstellaire lui-même, peut-être alimentée par l'interaction avec les vents d'étoiles voisines, ou par les ondes de choc de supernovas lointaines qui continuent de se propager à travers la galaxie des millions d'années après les explosions. Ce que cette turbulence signifie, c'est que le milieu interstellaire n'est pas un océan calme, c'est une mer agitée, constamment remuée par des courants et des vagues d'énergie. Et notre héliosphère, cette bulle que nous appelons maison, navigue à travers cette mer tumultueuse. Les simulations informatiques les plus récentes, intégrant les nouvelles données de Voyager, montrent que l'héliosphère pourrait avoir une forme très différente de ce que nous pensions. Au lieu d'être une bulle ovale avec une longue queue cométaire, elle pourrait ressembler davantage à un croissant, ou même avoir des structures multiples, des lobes et des filaments s'étendant dans différentes directions. Pourquoi ? Parce que le champ magnétique interstellaire local a une géométrie complexe. Les modèles les plus sophistiqués suggèrent que le champ magnétique près de l'héliosphère n'est pas simplement un champ uniforme pointant dans une direction. Il y a des torsions, des plis, des zones où le champ est plus fort ou plus faible, et ces variations sculptent la forme de l'héliosphère de manière imprévisible. En juin 2023, une équipe de chercheurs a publié une étude basée sur les dernières données de Voyager et d'Ibex, proposant que l'héliosphère pourrait être asymétrique de manière dramatique. La région dans la direction du mouvement de notre système solaire pourrait être beaucoup plus comprimée que prévu, avec l'héliopause à seulement 100 unités astronomiques. Mais dans d'autres directions, l'héliosphère pourrait s'étendre bien au-delà de 200 unités astronomiques. Si c'est vrai, cela signifie que le niveau de protection contre les rayons cosmiques varie selon la direction. Les rayons cosmiques venant de certaines directions traversent une barrière héliosphérique mince et pénètrent plus facilement dans le système solaire. Ceux venant d'autres directions doivent traverser une barrière épaisse et sont mieux filtrés. Cette asymétrie pourrait créer des variations dans le flux de rayons cosmiques atteignant la Terre selon la position de notre planète sur son orbite. En janvier, quand la Terre se trouve d'un côté du Soleil, elle pourrait être plus exposée. En juillet, de l'autre côté, elle pourrait être mieux protégée. Ces variations saisonnières seraient subtiles, peut-être quelques pourcents, mais mesurables. Des analyses préliminaires de données de détecteurs de rayons cosmiques au sol suggèrent effectivement l'existence de telles variations, bien que les signaux soient proches du niveau de bruit et nécessitent des années de données supplémentaires pour être confirmés. Mais si ces variations existent, elles posent une question fascinante et troublante. Notre climat terrestre, notre évolution biologique, ont-ils été influencés non seulement par les cycles orbitaux de la Terre autour du Soleil, mais aussi par la géométrie asymétrique de l'héliosphère et les variations du bombardement cosmique qui en résultent? Il y a quelque chose de profondément déstabilisant dans cette réalisation. Nous pensions que notre environnement immédiat, notre système solaire, était un système fermé et prévisible, gouverné principalement par la gravité du Soleil et les interactions entre les planètes. Mais les découvertes de Voyager
révèlent que nous sommes intimement connectés au milieu interstellaire, que des processus se déroulant à des milliards de kilomètres de distance, dans des régions que nous ne pouvons même pas observer directement, affectent notre maison planétaire de manière subtile mais réelle. Et voici le mystère qui persiste, qui hante chaque nouvelle publication scientifique basée sur les données de voyagers. Nous ne savons toujours pas exactement ce qui se passe à la frontière. Chaque nouvelle mesure apporte des réponses, mais aussi de nouvelles questions. L'héliopause est-elle stable ou change-t-elle constamment de forme et de position? La muraille d'hydrogène est-elle uniforme ou présente-t-elle des grumeaux et des zones de densité variables? Y a-t-il un beau choc devant notre système solaire ou pas? Comment les particules cosmiques les plus énergétiques pénètrent-elles à travers toutes ces barrières? Et la question la plus troublante de toutes, que se passerait-il si les conditions changeraient radicalement? Si une étoile proche explosait en supernova? Si nous entrions dans un nuage moléculaire dense? Si le champ magnétique solaire s'affaiblissait de manière significative lors d'un minimum d'activité prolongée? Les voyageurs, ces deux machines héroïques, continuent d'envoyer leurs messages depuis l'au-delà. Mais le temps leur est l'air compté. Dans quelques années, peut-être une décennie si nous avons de la chance, elles se tairont à jamais. Et nous serons à nouveau aveugles, nous appuyant uniquement sur des observations indirectes depuis l'intérieur de notre bulle, essayant de deviner ce qui se passe dans les profondeurs que nous ne pouvons plus toucher. Il y a une photographie prise par Voyager 1, le 14 février 1990, qui devrait troubler le sommeil de chaque être humain qui la regarde vraiment. Cette image, commandée par l'astronome Carl Sagan, montre la Terre depuis une distance de 6 milliards de kilomètres au-delà de l'orbite de Neptune. Notre planète apparaît comme un point bleu pâle, une fraction de pixels suspendue dans un rayon de lumière solaire diffusée. Moins d'un pixel, une poussière dans l'immensité. Sagan a écrit que sur ce point vivent tous ceux que tu aimes, tous ceux que tu connais, chaque être humain qui ait jamais existé. Toutes nos joies et nos souffrances, nos religions, nos idéologies, nos guerres, nos découvertes, tout cela s'est déroulé sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Mais voici ce que Sagan ne savait pas en 1990, ce que nous savons maintenant, grâce à ce que Voyager a découvert depuis qu'elle a franchi l'héliopause. Ce point bleu pâle, cette poussière insignifiante, existe uniquement parce qu'elle se trouve à l'intérieur d'une bulle protectrice dont nous commençons seulement à comprendre la fragilité. Et cette bulle elle-même n'existe que parce que notre étoile, une étoile ordinaire parmi 400 milliards d'autres dans notre galaxie, souffle assez fort pour créer une cavité dans l'océan hostile du milieu interstellaire. Retire cette bulle et la vie complexe sur ce point bleu pâle devient peut-être impossible. Change légèrement les propriétés de cette bulle et l'histoire de l'évolution sur Terre aurait pu être radicalement différente. Nous ne sommes pas seulement insignifiants par notre taille, nous sommes contingents, dépendants d'une configuration cosmique précaire qui pourrait changer sans préavis. Cette réalisation force une question qui a hanté l'humanité depuis qu'elle a levé les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls? Et maintenant, avec ce que Voyager nous apprend, cette question prend une dimension nouvelle et plus sombre. Peut-être que la vie n'est pas rare dans l'univers. Peut-être que l'univers grouille de mondes où la chimie organique a donné naissance à des formes de vie simples. Mais peut-être que la vie complexe, la vie multicellulaire, la vie intelligente, nécessite non seulement les bonnes conditions planétaires, mais aussi les bonnes conditions héliosphériques. Combien d'étoiles dans notre galaxie ont des héliosphères suffisamment robustes pour protéger leur planète des rayons cosmiques galactiques? Combien de ces étoiles se trouvent dans des régions du milieu interstellaire suffisamment peu denses pour permettre à leurs héliosphères de s'étendre loin? Combien évitent les régions de formation stellaire active, où les supernovas sont fréquentes et où le bombardement de radiation rendrait toute vie de surface impossible? Notre Soleil se trouve dans une région remarquablement calme de la galaxie. Nous sommes dans le bras d'Orion, un bras spiral mineur, loin des régions centrales tumultueuses. Nous sommes à l'intérieur de la bulle locale, une cavité chaude et peu dense créée par d'anciennes supernovas, ce qui signifie que le milieu interstellaire autour de nous est moins dense que la moyenne galactique.
Notre orbite autour du centre galactique est presque circulaire, ce qui nous évite de plonger dans des régions plus denses et plus dangereuses. Tous ces facteurs sont des coïncidences. Nous n'avons rien fait pour mériter cette position privilégiée. Nous avons simplement eu de la chance. Et cette chance pourrait ne pas durer éternellement. Dans quelques millions d'années, notre orbite galactique pourrait nous emmener dans une région moins hospitalière. Dans quelques dizaines de millions d'années, une supernova pourrait exploser à proximité. Dans quelques milliards d'années, notre galaxie entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, bouleversant complètement la structure du milieu interstellaire. Si la vie intelligente est rare dans l'univers, peut-être n'est-ce pas parce que l'évolution de l'intelligence est difficile, bien que cela soit certainement vrai. Peut-être est-ce parce que les conditions cosmiques nécessaires pour permettre à la vie de survivre assez longtemps pour développer l'intelligence sont exceptionnellement rares. Peut-être que la plupart des civilisations potentielles sont étouffées dans leur berceau par des facteurs qu'elles ne peuvent même pas comprendre, et encore moins contrôler. Cette idée est au cœur de ce qu'on appelle l'hypothèse de la Terre rare, proposée par les scientifiques Peter Ward et Donald Brownlee. Selon cette hypothèse, la vie microbienne pourrait être commune dans l'univers, mais la vie complexe nécessite une convergence si improbable de facteurs favorables que les civilisations technologiques comme la nôtre sont peut-être extraordinairement rares, peut-être uniques dans notre galaxie, voire dans l'univers observable. Les découvertes de voyager à la frontière du système solaire ajoutent du poids à cette hypothèse. Elles révèlent une couche supplémentaire de complexité, un filtre supplémentaire que la vie doit traverser. Il ne suffit pas d'avoir une planète dans la zone habitable d'une étoile. Il ne suffit pas d'avoir de l'eau liquide. De l'eau liquide et une atmosphère. Il ne suffit pas d'avoir un champ magnétique planétaire. Il faut aussi avoir une héliosphère stable, une étoile qui maintient un vent stellaire robuste, une position dans une région calme du milieu interstellaire. Et si nous sommes effectivement seuls, ou du moins extraordinairement isolés, qu'est-ce que cela signifie pour notre responsabilité cosmique ? Nous portons peut-être la seule conscience dans des milliers ou des millions d'années-lumière. Chaque espèce qui s'éteint sur Terre, chaque écosystème que nous détruisons, chaque guerre qui ravage notre civilisation, tout cela prend une dimension cosmique. Nous ne gaspillons pas seulement des ressources terrestres. Nous risquons d'éteindre la seule flamme de conscience dans un volume gigantesque d'espace et de temps. Mais il y a une autre possibilité, tout aussi troublante. Peut-être que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que l'univers grouille de civilisations. Mais peut-être qu'elles sont toutes confrontées aux mêmes problèmes que nous. Leur survie dépend de facteurs cosmiques imprévisibles et incontrôlables. Peut-être que l'univers est rempli de civilisations qui émergent, prospèrent brièvement, puis sont anéanties par des catastrophes cosmiques qu'elles n'ont jamais pu anticiper. Cette idée résonne avec la solution du grand filtre au paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi demande « Si l'univers est si vaste et si ancien, où sont toutes les civilisations extraterrestres ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucun signal, aucune preuve de leur existence ?» Une réponse possible est qu'il existe un ou plusieurs filtres, des étapes extrêmement difficiles à franchir dans le développement d'une civilisation, et que très peu ou aucune civilisation ne parvient à franchir ces filtres. Le grand filtre pourrait être derrière nous. Peut-être que l'apparition de la vie elle-même est incroyablement rare. Peut-être que le passage de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire est l'étape critique. Si c'est le cas, nous avons déjà franchi le filtre, et notre avenir pourrait être lumineux, ou le grand filtre pourrait être devant nous. Peut-être que presque toutes les civilisations technologiques s'autodétruisent par la guerre nucléaire, l'effondrement écologique ou une intelligence artificielle incontrôlée. Ou peut-être, et c'est ce que les découvertes de voyager suggèrent, comme possibilité nouvelle, que la plupart des civilisations sont anéanties par des catastrophes cosmiques qu'elles ne peuvent ni prévoir, ni contrôler. Une supernova proche, l'entrée dans un nuage interstellaire dense, une éjection de masse coronale exceptionnellement puissante qui détruit irrémédiablement les infrastructures technologiques. Un sursaut gamma d'une étoile en effondrement à quelques milliers d'années-lumière. Un bombardement de rayons cosmiques qui rend la surface planétaire inhabitable pendant des millénaires. Tous ces événements sont rares à l'échelle humaine, mais inévitables à l'échelle cosmique. Et une civilisation peut être extraordinairement avancée technologiquement,
tout en restant complètement impuissante face à de telles menaces. Tu peux construire des villes, des ordinateurs, des vaisseaux spatiaux, mais tu ne peux pas déplacer ton système solaire hors du chemin d'un nuage interstellaire dense. Tu ne peux pas contrôler l'activité de ton étoile. Tu ne peux pas arrêter les rayons cosmiques. Cette impuissance est peut-être la vérité cosmique la plus difficile à accepter. Nous nous imaginons volontiers comme maîtres de notre destin, capables de façonner l'avenir par notre ingéniosité et notre détermination. Et à l'échelle terrestre, c'est en partie vrai. Nous avons transformé la planète pour le meilleur et pour le pire. Mais à l'échelle cosmique, nous sommes des passagers, pas des pilotes. Nous dérivons dans un cosmos qui ne se soucie pas de notre existence, soumis à des forces qui nous dépassent infiniment. Les données que Voyager envoie depuis l'espace interstellaire ne sont pas seulement des mesures scientifiques, ce sont des messages existentiels. Elles nous disent « Votre maison est fragile, votre protection est temporaire, votre survie est contingente, et il n'y a personne pour vous sauver sauf vous-même. » Mais voici le paradoxe central de notre condition. Nous sommes assez intelligents pour comprendre notre insignifiance et notre fragilité, mais pas assez puissants pour y faire grand-chose. Nous pouvons mesurer la densité du plasma interstellaire à 18 milliards de kilomètres. Mais nous ne pouvons pas empêcher notre héliosphère de se rétrécir si nous entrons dans une région plus dense. Nous pouvons détecter des rayons cosmiques ultra-énergétiques, mais nous ne pouvons pas les arrêter. Nous savons que notre Soleil deviendra éventuellement une géante rouge qui engloutira la Terre, mais nous ne pouvons rien faire pour l'empêcher. Cette connaissance sans pouvoir est-elle une bénédiction ou une malédiction? L'ignorance était peut-être plus confortable. Nos ancêtres vivaient sous les mêmes menaces cosmiques, mais ils ne le savaient pas. Ils pouvaient se préoccuper de leurs récoltes, de leurs guerres tribales, de leurs dieux locaux, sans être tourmentés par la conscience de leur insignifiance cosmique. Nous n'avons plus ce luxe. Chaque nouvelle découverte, chaque image renvoyée par Voyager, chaque mesure du plasma interstellaire nous rappelle notre vraie place dans l'univers. Nous sommes des créatures éphémères sur un monde minuscule, protégés par une bulle invisible qui pourrait éclater à tout moment à l'échelle cosmique. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément héroïque dans notre quête de connaissance malgré cette réalisation. Nous envoyons des machines aux confins de notre système solaire, non pas parce que cela nous rendra plus sûrs, mais parce que nous devons savoir. Même si la vérité est terrifiante, même si elle révèle notre vulnérabilité, nous devons la chercher. C'est peut-être la définition même de ce qui nous rend humains. Le besoin de comprendre, même quand la compréhension apporte l'angoisse plutôt que le réconfort. Voyager. Transporte un disque d'or, gravé de sons et d'images de la Terre. Ce disque est destiné à toute civilisation extraterrestre qui pourrait trouver la sonde dans un avenir lointain, peut-être dans des millions ou des milliards d'années. Il contient des salutations en 55 langues, des musiques de différentes cultures, des images montrant la diversité de la vie terrestre, un essai audio de Carl Sagan et d'autres scientifiques. Mais la vérité est que Voyager 1 ne rencontrera probablement jamais de civilisation extraterrestre. L'espace entre les étoiles est si vaste, si vide, que les chances qu'une sonde dérivante soit trouvée sont infinitésimales. Dans environ 40 000 ans, Voyager passera à environ 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese, 445. Elle sera alors silencieuse. Depuis des dizaines de milliers d'années, ses instruments morts, son plutonium épuisé, son antenne pointant vers une Terre dont la position dans le ciel aura changé en raison du mouvement propre des étoiles. Dans des millions d'années, Voyager continuera à orbiter autour du centre galactique, un minuscule morceau de métal et de silicium transportant les échos d'une civilisation qui existait brièvement sur une planète dont le nom n'a de sens pour personne d'autre que nous. Si notre civilisation s'effondre, si l'humanité s'éteint, Voyager pourrait être le dernier vestige de notre existence. Un monument involontaire à une espèce qui a osé toucher l'infini et a découvert sa propre petitesse. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans cette image, mais aussi quelque chose de beau. Nous avons existé. Même si ce n'était qu'un instant à l'échelle cosmique, même si notre impact sur l'univers est négligeable, nous avons existé. Nous avons regardé les étoiles et nous avons voulu comprendre. Nous avons construit des machines pour explorer ce que nos corps ne pourraient jamais atteindre.
Nous avons envoyé nos espoirs et nos rêves dans le vide, sachant qu'ils ne reviendraient probablement jamais. C'est peut-être cela, le véritable message que voyager nous renvoie depuis l'espace interstellaire. Pas seulement des données sur la densité du plasma ou la force du champ magnétique, mais un miroir dans lequel nous voyons notre propre mortalité cosmique. Un rappel que tout ce que nous sommes, tout ce que nous chérissons, existe dans un contexte qui nous dépasse infiniment. Et maintenant, pense au futur lointain. Non pas le futur de quelques décennies ou quelques siècles, mais le futur profond, à l'échelle de milliards d'années. Notre Soleil a environ 4,6 milliards d'années. Il lui reste environ 5 milliards d'années avant de quitter la séquence principale, la phase stable de fusion de l'hydrogène, et de commencer à se transformer en géante rouge. Quand cela arrivera, le Soleil gonflera dramatiquement, peut-être jusqu'à l'orbite actuelle de Mars. Mercure et Vénus seront engloutis. La Terre, si elle survit, sera un monde stérilisé, ses océans évaporés, son atmosphère soufflée dans l'espace, sa surface fondue en lave. Toute vie sera impossible. Mais longtemps avant cela, peut-être dans seulement 1 milliard d'années, le Soleil deviendra suffisamment lumineux pour déclencher un effet de serre incontrôlable sur Terre. Les océans s'évaporeront. La vapeur d'eau dans l'atmosphère accentuera le réchauffement et la planète deviendra semblable à Vénus aujourd'hui. La vie complexe disparaîtra. Probablement même, la vie microbienne ne pourra pas survivre. 1 milliard d'années semble long. C'est effectivement long comparé à l'histoire humaine, même à l'histoire de la vie complexe sur Terre, qui ne remonte qu'à environ 600 millions d'années. Mais c'est une fraction de l'âge de l'univers, qui a déjà presque 14 milliards d'années. Si l'humanité survit encore 1 million d'années, ce qui serait déjà extraordinaire, cela ne représentera que 0,1% du temps restant avant que la Terre ne devienne inhabitable. Notre espèce, toute notre histoire, toutes nos civilisations ne seront qu'un bref scintillement dans la longue histoire de cette planète. Et à l'échelle de l'univers entier, même la durée de vie totale de notre Soleil n'est qu'un clin d'œil. Dans des trillions d'années, quand les dernières étoiles s'éteindront et que l'univers sombrera dans une nuit éternelle, notre Soleil sera depuis longtemps devenu une naine blanche refroidie, un cadavre stellaire dérivant dans l'obscurité. L'univers lui-même a une durée de vie limitée, du moins sous sa forme actuelle. Selon le modèle cosmologique standard, l'univers continuera à s'étendre éternellement, devenant de plus en plus froid, de plus en plus vide. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres jusqu'à ce qu'elles disparaissent au-delà de leurs horizons cosmiques respectifs. Les étoiles cesseront de se former quand le gaz sera épuisé. Les trous noirs engloutiront ce qui reste. Et finalement, dans un avenir si lointain qu'il défie l'imagination, peut-être dans 10 puissance 100 ans, même les trous noirs s'évaporeront par radiation de Hawking, laissant derrière eux un océan de photons et de particules élémentaires se dispersant dans l'expansion infinie. Dans ce contexte, toute conscience, toute intelligence, toute civilisation n'est qu'une anomalie temporaire, une fluctuation locale d'organisation dans un univers tendant inexorablement vers le désordre maximal. Nous sommes des îlots de complexité dans un océan d'entropie croissante, et tôt ou tard, l'océan nous engloutira. Cette vision peut sembler nihiliste. Si tout est destiné à disparaître, si l'univers lui-même mourra éventuellement dans un froid éternel, quel sens y a-t-il à quoi que ce soit ? Mais peut-être que c'est précisément notre temporalité qui donne du sens à notre existence. Nous sommes précieux parce que nous sommes éphémères. La conscience est significative parce qu'elle est rare et fragile. Le simple fait que l'univers puisse se contempler lui-même à travers nous, même brièvement, est peut-être un miracle suffisant. Voyager nous enseigne cette leçon à chaque signal qu'elle envoie. Elle nous dit « Vous êtes petit, mais vous avez touché l'infini. Vous êtes fragile, mais vous avez osé défier le vide. Vous êtes éphémère, mais vous avez créé quelque chose qui vous survivra peut-être de milliards d'années. Et il reste un mystère que personne ne peut résoudre. Sommes-nous vraiment seuls dans notre quête de compréhension ? Y a-t-il, quelque part dans l'immensité cosmique, une autre civilisation regardant vers les étoiles et se posant les mêmes questions ?
Une autre espèce, envoyant ses propres sondes aux frontières de son système solaire et découvrant sa propre fragilité? Nous ne le savons pas. Peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais la recherche elle-même, la quête de réponses, même face à l'insignifiance cosmique, est peut-être tout ce que nous avons. Et peut-être que c'est suffisant. Revenons maintenant à ce moment précis, cet instant où Voyager 1 a franchi l'héliopause et est entré dans l'espace interstellaire. C'était le 25 août 2012, bien que les scientifiques ne l'aient confirmé que plusieurs mois plus tard, après avoir analysé les données. À cet instant, une machine construite par des mains humaines, alimentée par la désintégration radioactive du plutonium, transportant des circuits conçus dans les années 70, a accompli quelque chose qu'aucune création humaine n'avait jamais fait auparavant. Elle a quitté le domaine direct de notre Soleil. Mais cette frontière que nous célébrons, cette héliopause que nous considérons comme le bord du système solaire, n'est qu'une des nombreuses frontières concentriques qui définissent notre place dans le cosmos. Au-delà de l'héliopause se trouve le milieu interstellaire local, cette région relativement calme du nuage interstellaire local. Au-delà du nuage interstellaire local se trouve la bulle locale, cette cavité de 300 années-lumière creusée par d'anciennes supernovas. Au-delà de la bulle locale s'étendent les bras spiraux de notre galaxie, la Voie lactée, avec ses 400 milliards d'étoiles dispersées sur 100 000 années-lumière. Et au-delà de notre galaxie s'étend l'univers observable, avec ses 2 trillions de galaxies réparties sur 93 milliards d'années-lumière. Chaque frontière que nous franchissons révèle une nouvelle échelle d'immensité, une nouvelle couche de notre insignifiance, mais aussi, paradoxalement, une nouvelle affirmation de notre capacité unique à comprendre cette immensité. Ce que Voyager a découvert à la frontière héliosphérique n'est pas simplement un ensemble de mesures physiques sur la densité du plasma et la force des champs magnétiques. C'est une révélation sur la nature de notre existence cosmique. Nous ne sommes pas des observateurs détachés de l'univers. Nous sommes intimement connectés, à chaque instant, au processus qui se déroule à des milliards de kilomètres de distance. Le vent solaire qui souffle en ce moment même crée la bulle qui nous protège. Le milieu interstellaire qui presse sur cette bulle détermine sa forme et sa résistance. Les rayons cosmiques qui traversent ton corps en ce moment ont voyagé pendant des millions d'années à travers la galaxie avant de pénétrer notre héliosphère. Tu es fait de poussière d'étoiles, dit le cliché, mais c'est littéralement vrai. Chaque atome de ton corps plus lourd que l'hydrogène et l'hélium a été forgé dans le cœur d'une étoile ou lors de l'explosion d'une supernova. Le calcium de tes os, le fer de ton sang, le carbone de ton ADN, tout cela existait dans des étoiles qui sont mortes avant même que notre Soleil ne se forme. Ces atomes ont été dispersés dans le milieu interstellaire par des vents stellaires et des explosions cataclysmiques. Ils ont dérivé pendant des millions d'années dans les nuages de gaz et de poussière. Puis, il y a 4,6 milliards d'années, ils se sont retrouvés dans le nuage qui s'est effondré pour former notre système solaire. Le milieu interstellaire que Voyager traverse maintenant est le même type de milieu d'où nous venons. C'est notre ancien foyer et, éventuellement, notre destination finale. Quand le Soleil deviendra une géante rouge et éjectera ses couches externes, les atomes qui composent actuellement la Terre, et peut-être même des traces de molécules organiques qui témoignent de notre existence, seront dispersés dans l'espace interstellaire. Ils se mélangeront au milieu interstellaire local, dériveront pendant des millions d'années et peut-être, dans un futur lointain, ils seront incorporés dans de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, peut-être même de nouvelles formes de vie. Il y a une continuité, un cycle cosmique dont nous faisons partie. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes l'univers se contemplant lui-même, temporairement organisé en forme consciente, destiné à retourner éventuellement au chaos d'où nous sommes venus. Cette perspective devrait changer fondamentalement notre façon de voir notre place dans le cosmos. Nous ne sommes pas des conquérants de la nature, comme l'humanité s'est souvent imaginé. Nous ne sommes pas le sommet de la création, comme nos religions nous l'ont enseigné pendant des millénaires. Nous sommes des participants temporaires dans un processus cosmique qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années avec le Big Bang et qui continuera pendant des trillions d'années après notre disparition. Et pourtant,
Notre rôle de participant conscient nous confère une responsabilité unique. Nous sommes peut-être les seuls, dans ce volume de l'univers, capables de comprendre ce qui se passe, capables de mesurer la densité du milieu interstellaire, capables de calculer les trajectoires des rayons cosmiques, capables de reconnaître notre propre fragilité et notre propre mortalité cosmique. Cette connaissance pourrait nous pousser vers deux directions opposées. Elle pourrait nous mener au désespoir, à la conclusion que rien n'a d'importance puisque tout est destiné à disparaître. Ou elle pourrait nous inspirer à chérir encore plus profondément notre existence éphémère, à protéger la fragile flamme de conscience que nous portons, à explorer et comprendre aussi loin que nos capacités limitées nous le permettent. Les sondes. Voyager incarne ce choix. Nous aurions pu ne jamais les construire. Nous aurions pu rester confinés à notre ignorance confortable, ne jamais savoir ce qui se trouve au bord de notre système solaire. Mais nous avons choisi de construire ces machines, de les envoyer dans le vide, de les équiper d'instruments pour mesurer l'inconnu. Non pas parce que cela nous rendrait plus riches ou plus puissants, mais simplement parce que nous voulions savoir. C'est peut-être la caractéristique la plus noble de notre espèce. Malgré toutes nos imperfections, malgré nos guerres et notre destruction de notre propre planète, malgré notre cruauté et notre étroitesse d'esprit, nous possédons aussi cette curiosité insatiable, ce besoin de repousser les frontières du connu, ce courage d'affronter la vérité même quand elle révèle notre insignifiance. En ce moment précis, à cet instant où tu écoutes ces mots, Voyager 1 se trouve à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre. Elle voyage à 17 km par seconde, s'éloignant de nous à chaque instant. Ces générateurs produisant encore environ 250 watts d'électricité, assez pour alimenter quelques instruments essentiels et l'émetteur radio qui envoie des signaux vers la Terre. Ces signaux, voyageant à la vitesse de la lumière, mettent maintenant plus de 22 heures pour nous atteindre. Imagine, tu envoies une commande à Voyager 1. Elle met 22 heures à l'atteindre. La sonde exécute la commande. La confirmation met encore 22 heures à revenir. Presque 2 jours pour un simple aller-retour de communication. Et cette distance ne fait qu'augmenter. Les ingénieurs de la NASA qui communiquent encore avec Voyager sont conscients que chaque commande qu'ils envoient pourrait être la dernière. Chaque donnée reçue pourrait être la dernière transmission. À tout moment, un composant critique pourrait tomber en panne. Un micrométéorite pourrait percuter un système vital. L'alimentation électrique pourrait finalement devenir insuffisante. Et alors, le silence. Un silence qui durera probablement éternellement. Mais même si les voyagers se taisent, même si nous perdons contact avec nos émissaires les plus lointains, elles auront accompli quelque chose de profond. Elles ont changé notre compréhension de notre place dans l'univers. Elles ont révélé que la frontière de notre système solaire n'est pas une ligne nette, mais une zone complexe de transition et d'interaction. Elles ont montré que nous vivons dans une bulle dynamique qui respire et se déforme constamment. Elles ont mesuré directement le milieu interstellaire et découvert qu'il est plus dense, plus structuré, plus turbulent que nous le pensions. Et elles ont posé de nouvelles questions qui hanteront la prochaine génération de scientifiques. Quelle est vraiment la forme tridimensionnelle de l'héliosphère? Comment l'héliosphère évoluera-t-elle quand notre système solaire traversera différentes régions du milieu interstellaire? Existe-t-il un beau choc devant notre système solaire? Et si oui, où se trouve-t-il exactement? Comment les rayons cosmiques les plus énergétiques pénètrent-ils à travers toutes les barrières magnétiques? Quel rôle le bombardement cosmique a-t-il joué dans l'évolution de la vie sur Terre? Certaines de ces questions pourraient être répondues par de futures missions. La NASA a proposé plusieurs concepts de missions interstellaires qui pourraient suivre les traces de Voyager. L'une, appelée Interstellar Probe, utiliserait une assistance gravitationnelle autour du Soleil pour atteindre des vitesses beaucoup plus élevées que Voyager, peut-être 30 ou 40 km par seconde. Une telle sonde pourrait atteindre l'héliopause en seulement 100 ans et explorer le milieu interstellaire avec des instruments bien plus sophistiqués que ceux de Voyager. Mais pour l'instant, ces missions restent conceptuelles, limitées par les budgets et les priorités politiques changeantes. Il est possible que des décennies passent avant qu'une autre mission humaine
n'atteignent l'espace interstellaire. Pendant ce temps, les voyageurs restent nos seuls yeux dans ce royaume lointain. Et pendant que nous attendons, pendant que nous analysons les données que ces machines héroïques continuent à envoyer, nous devons réfléchir à ce que tout cela signifie pour notre avenir en tant qu'espèce. Nous sommes à un carrefour de notre histoire. Nous avons développé une technologie assez puissante pour transformer notre planète, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons créé des armes capables de nous anéantir. Nous avons perturbé le climat de manière qui pourrait rendre la Terre moins hospitalière pour les générations futures. Mais nous avons aussi développé la capacité de regarder au-delà de notre monde, de comprendre notre contexte cosmique, de reconnaître notre fragilité. Ce que voyager nous enseigne, au fond, c'est l'humilité. L'humilité face à l'immensité de l'univers. L'humilité face aux forces cosmiques qui façonnent notre existence sans se soucier de nos désirs ou de nos peurs. Mais aussi la reconnaissance que, malgré notre petitesse, nous avons quelque chose d'unique et de précieux. La conscience, la capacité de comprendre, la volonté d'explorer. Si nous pouvons internaliser cette leçon, si nous pouvons vraiment comprendre que nous sommes une espèce parmi des millions sur une planète minuscule, dans un univers incompréhensiblement vaste, peut-être que cela changera notre comportement. Peut-être que nous cesserons de nous battre pour des différences triviales de nationalité, de religion, d'idéologie. Peut-être que nous reconnaîtrons que nous partageons tous le même destin cosmique, que nous sommes tous des passagers sur le même vaisseau spatial fragile, protégés par la même bulle héliosphérique invisible. Ou peut-être pas. L'histoire humaine suggère que nous sommes remarquablement doués pour ignorer les vérités inconfortables, pour nous concentrer sur nos préoccupations immédiates aux dépens de la perspective à long terme. Nous savons que le changement climatique menace notre civilisation, mais nous continuons à brûler des combustibles fossiles. Nous savons que les armes nucléaires pourraient anéantir notre espèce, mais nous les conservons et les perfectionnons. Nous savons que nous dépendons d'une biosphère fragile, mais nous continuons à détruire les écosystèmes. Peut-être que même la perspective cosmique offerte par voyager ne suffira pas à nous changer. Peut-être que nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'elles nous détruisent. Ou peut-être qu'une catastrophe cosmique, une compression soudaine de l'héliosphère, une super éruption solaire, une supernova proche, nous anéantira avant même que nous ayons la chance de nous autodétruire. Ou peut-être, juste peut-être, nous surmonterons nos limitations. Peut-être que nous apprendrons à penser à long terme, à protéger notre planète, à explorer l'univers avec respect et émerveillement plutôt qu'avec arrogance et cupidité. Peut-être que dans des milliers d'années, nos descendants regarderont en arrière vers ce moment, vers ces premières sondes balbutiantes envoyées au-delà de l'héliosphère et reconnaîtront que c'était un tournant, le moment où nous avons commencé à vraiment comprendre notre place dans le cosmos. Il y a un dernier détail des missions voyagées qui mérite réflexion. Sur le disque d'or que chaque sonde transporte, parmi les images de la Terre et de ses habitants, il y a un diagramme montrant la position de notre Soleil par rapport à 14 pulsars. Ces étoiles à neutrons en rotation qui émettent des impulsions radio à des intervalles précis. Ce diagramme est essentiellement une carte permettant à toute civilisation qui trouverait la sonde de localiser notre système solaire. Certains ont critiqué cette décision, arguant que révéler notre position dans la galaxie à des extraterrestres potentiels pourrait être dangereux. Mais d'autres ont souligné que si une civilisation est assez avancée pour trouver voyager dans l'immensité de l'espace interstellaire, elle est probablement assez avancée pour nous avoir déjà détectés par d'autres moyens si elle le voulait. Ce diagramme des pulsars est un acte de foi, une déclaration que nous ne sommes pas seuls et que nous espérons, un jour, être trouvés. C'est une bouteille à la mer cosmique, un message disant « Nous étions là, nous avons existé, nous avons essayé de comprendre l'univers et de trouver d'autres êtres qui partagent cette quête. » Et même si ce message n'est jamais reçu, même si voyager dérive éternellement dans le vide sans jamais rencontrer une autre conscience, le simple fait de l'avoir envoyé signifie quelque chose. Cela signifie que nous avons refusé d'accepter notre isolement cosmique. Nous avons refusé de croire que nous sommes les seuls. Nous avons osé espérer que, quelque part dans l'immensité, il y a d'autres yeux tournés vers les étoiles, d'autres esprits posant les mêmes questions. Alors, que devons-nous retenir de tout cela ?
des mesures de plasma interstellaire, des découvertes sur l'héliopause dynamique, des révélations sur la muraille d'hydrogène, des contemplations sur notre insignifiance cosmique. Peut-être simplement ceci. Nous sommes fragiles, mais nous sommes courageux. Nous sommes éphémères, mais nous créons des choses qui nous survivront. Nous sommes insignifiants à l'échelle cosmique, mais notre capacité à comprendre cette insignifiance nous rend uniques et précieux. Nous vivons dans une bulle protectrice au bord d'un océan hostile, et cette bulle pourrait s'affaiblir ou se rompre à tout moment. Mais pendant qu'elle tient, pendant que nous avons ce bref instant de conscience dans l'immensité du temps cosmique, nous avons le privilège de regarder autour de nous, de mesurer et de comprendre, de nous émerveiller et de craindre. Voyager continue son voyage. En ce moment même, ces instruments mesurent les fluctuations du champ magnétique interstellaire, comptent les impacts de rayons cosmiques, détectent les oscillations du plasma. Ces données, traduites en signaux radio, traversent le vide à la vitesse de la lumière, portant la connaissance vers la maison qu'elle a quittée il y a plus de 46 ans. Et un jour, bientôt à l'échelle cosmique, ces signaux cesseront. L'énergie s'épuisera, les instruments se tairont, voyager deviendra un artefact silencieux, dérivant éternellement entre les étoiles. Mais même dans ce silence, elle continuera à porter son message. Nous étions là. Nous avons osé explorer. Nous avons refusé d'accepter les limites de notre monde natal. Dans environ 300 siècles, voyager. Un passera à proximité de l'étoile A, C, plus 79, 3888, à environ 1,7 années-lumière de distance. L'étoile elle-même ne remarquera pas ce petit morceau de métal et de silicium passant silencieusement dans la nuit. Mais si, par un miracle improbable, une civilisation existant dans ce système stellaire détecte et récupère la sonde, ils trouveront le disque d'or. Ils entendront les sons de la Terre, le vent, la pluie, les chants d'oiseaux, les voix humaines dans leurs multiples langues. Ils verront les images de notre monde bleu, de nos océans et de nos montagnes, de nos villes et de nos visages. Et peut-être, s'ils sont capables de comprendre, ils reconnaîtront dans ce message quelque chose de familier. Non pas les détails spécifiques de notre biologie ou de notre culture, mais quelque chose de plus profond. Le désir universel de se connecter, de communiquer, de transcender l'isolement de notre existence éphémère dans un univers indifférent. Ou peut-être qu'ils ne comprendront rien. Peut-être que notre message leur semblera incompréhensible, aussi mystérieux pour eux que les rayons cosmiques ultra-énergétiques le sont pour nous. Mais même dans ce cas, le simple fait que nous ayons essayé, que nous ayons envoyé notre bouteille à la mer cosmique, témoigne de quelque chose d'essentiel dans la nature de la conscience. Le besoin de laisser une trace, de crier dans le vide même, en sachant que personne ne répond peut-être, de refuser l'anonymat cosmique que l'univers nous impose. Le ciel nocturne que tu vois quand tu regardes vers le haut est une illusion de permanence. Les étoiles semblent fixes, éternelles, mais chacune est un réacteur nucléaire temporaire, consumant son carburant, destiné éventuellement à s'éteindre ou à exploser. Les constellations que nos ancêtres ont nommées ont déjà changé de forme, imperceptiblement à l'échelle humaine, mais significativement à l'échelle cosmique. Dans 100 000 ans, le ciel nocturne sera méconnaissable. Tout change, tout passe. L'héliosphère respire et se déforme. Le milieu interstellaire ondule et se restructure. Les étoiles naissent et meurent. Les galaxies entrent en collision et fusionnent. L'univers lui-même évolue vers un état de froid et de dispersion maximale. Et pourtant, dans ce flux constant, dans cette impermanence universelle, il y a une beauté tragique. Il y a la conscience éphémère qui émerge, qui observe, qui comprend brièvement avant de retourner au silence. Il y a voyagé, ce petit ambassadeur de l'humanité, portant notre histoire dans l'immensité. Ferme les yeux maintenant. Respire profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons. L'oxygène produit par des plantes qui capturent la lumière de notre soleil. Cette étoile ordinaire dont le vent crée la bulle qui nous protège. Sens ton cœur battre, pompant du sang contenant du fer forgé dans des supernovas mortes depuis des milliards d'années. Sens ton corps, cette collection temporaire d'atomes qui dérivaient autrefois dans le milieu interstellaire que voyager traverse maintenant. Tu es une part de l'univers. Tu es l'univers devenu conscient de lui-même.
Et pendant ce bref instant de conscience, avant que tu ne retournes au cosmos d'où tu viens, tu as le privilège de savoir, de comprendre, d'émerveillement. Voyager nous a montré le bord de notre maison cosmique. Elle nous a révélé notre fragilité et notre courage. Elle a confirmé ce que nous craignons. Nous sommes petits, vulnérables, dépendants de forces que nous ne contrôlons pas. Mais elle a aussi confirmé ce que nous espérions. Nous pouvons comprendre, nous pouvons explorer, nous pouvons toucher l'infini même de nos mains mortelles. Dors maintenant, sachant que quelque part dans l'obscurité interstellaire, une machine porte notre histoire vers les étoiles. Dors, sachant que tu existes dans un contexte d'immensité qui rend chaque instant précieux précisément parce qu'il est éphémère. Dors et rêve de ce que nous pourrions encore découvrir, de ce que nous pourrions encore devenir avant que le silence cosmique ne nous réclame finalement. Le voyage continue. Pour voyager, pour l'humanité, pour tous les êtres conscients qui ont jamais regardé vers les étoiles et osé demander « Qu'y a-t-il au-delà ?» La réponse est à la fois terrifiante et magnifique. L'infini, le mystère, est notre propre reflet dans le miroir cosmique.